Bien, on va démarrer donc la dernière table ronde du colloque. Donc, je vais présenter Ariana Bérénice de Saint-Brice, qui est maîtresse de conférences en études théâtrales et ethnocénologie à l'Université Côte d'Azur. Elle est membre du Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants et elle a rédigé une thèse sur le réseau politique, esthétique et de compagnonnage tissé entre l'Odin Théâtre et plusieurs groupes de théâtre en Amérique latine hispanophone entre 1976 et 2010 sous la direction de Jean-Marie Pradier et Louis Masgrau. Bonjour à toutes et à tous, et un grand merci aux organisateurs de ce colloque international, et Graça dos Santos, et ainsi que tous les collègues qui sont là, que j'ai eu le plaisir d'écouter hier et aujourd'hui. Donc c'est une belle opportunité de venir après avoir écouté tout ce que les autres ont voulu partager. Aussi une belle responsabilité parce qu'il faut être à la hauteur. Voilà, donc je vous présente ce projet que je mène avec deux collègues qui sont dans la salle. Donc je ne les vois pas parce que je suis un peu dans le noir. C'est un autre projet. Donc avec Eloïsa Gravina et Véronique Mouchanisi. Donc ici vous avez les photos, comme ça vous pouvez plus facilement les repérer. Donc comme vous l'avez vu dans les titres, c'est un projet qui s'interroge sur les relations donc de symétrie-asymétrie dans les arts performatifs. Et cette interrogation est surgie du fait qu'en fait on s'est questionné sur les termes pauvreté. On a déjà parlé ces jours-là de la difficulté de se confronter à ce terme. Donc on a essayé pour se questionner d'interroger les termes symétrie-asymétrie, en supposant que le problème de l'asymétrie, ça pose aussi un éventuel problème de relation, de pauvreté, etc. etc. Bon, je simplifie un peu, mais je pense que c'est un peu plus clair comme ça. Donc ici, mes collègues, parce que c'est un projet que je présente, mais on y travaille toutes les trois. Et au niveau des activités, donc on a commencé l'année dernière. Donc, la question est surgie sous l'impulsion d'Eloïsa Gravina, qui est anthropologue, danseuse, chercheuse, pédagogue de la technique Alexander. Donc, justement, on s'est posé la question comment on peut interroger cette question de l'asymétrie. Et là aussi, on est encore dans un contexte universitaire, parce qu'on a proposé une journée d'études à l'université de Nice, où je travaille l'année dernière, autour de cette question. Donc, vous voyez les titres, les arts performatifs interrogent les rapports de symétrie et asymétrie. Volet numéro 1, les approches des pratiques somatiques, focus sur la technique Alexander. Donc, c'est Eloïsa qui a animé l'atelier sur la technique, des techniques Alexander. Et dans l'après-midi, on avait, je vais vous présenter rapidement le programme, on avait une table ronde où chaque enseignante sollicitée allait présenter sa vision de la symétrie et asymétrie. Et on avait, en fait, à chaque fois, on était un peu questionnés parce qu'ils nous demandaient qu'est-ce que vous entendez par symétrie et asymétrie, dans quel cas de figure vous interrogez sur ce terme. Et on a essayé de laisser les personnes les plus libres possibles de s'interroger sur ce terme, dans leur travail de recherche, dans la pédagogie, dans les enquêtes des terrains. Ça pouvait être à plusieurs niveaux, donc vous verrez qu'il y a des réponses assez différentes. Donc, première journée l'année dernière, le 31 mars. Cette année, on va, toujours au mois de mars, dans quelques semaines, organiser une autre journée sur la même question, mais cette fois, on aura un atelier de Tai Chi qui est animé par Véronique Mouchanisi, donc vous avez toujours dans la salle, toujours sur cette question de la symétrie et asymétrie, qui est à entendre à la fois sur plusieurs niveaux, le niveau corporel du performeur, le niveau de la relation avec soi-même, avec l'autre, avec l'environnement, la scène, etc., multiples niveaux. Et en mars 2025, donc c'est en préparation, on y réfléchira une fois terminée cette séance de cette année, on ouvre un troisième volet sur l'aïkido. Et donc ici aussi, on a encore une personne qui participe au projet, pardon Carole, je ne t'ai pas nommé tout à l'heure, Carole Drouel, qui est parmi nous, donc à laquelle on a proposé éventuellement, on l'a invité à animer un atelier de Aïkido. Donc Carole est
quatrième dame, pardon. Troisième Dame, c'est déjà très bien. Troisième dame, c'est déjà énorme. D'aïkido, donc elle va, si elle accepte, elle de notre invitation. Et j'ai nommé aussi mon enseignant d'aïkido, je suis praticienne d'aïkido, Claude Panossien, qui enseigne à Montpellier. Voilà, donc ça c'est l'affiche de la première journée d'études. Et ici, vous avez un peu le programme qu'on va retrouver. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est j'ai essayé de prendre quelques citations de ce qui a été dit pendant cette journée pour vous montrer la variété, en fait, de cette notion de symétrie et asymétrie et comment elle va remettre en discussion certaines relations qu'on a avec nous-mêmes, avec l'autre, avec l'environnement, etc. Je vais revenir sur les participants, donc je ne m'attarde pas trop, vu le temps à disposition. Un petit point sur la technique Alexander, donc la citation est issue d'un article de Eloisa Gravina. La technique Alexander est une technique de rééducation du mouvement développée par l'acteur australien Fredrik Matthias Alexander au début du XXe siècle, à partir de l'observation de lui-même et d'autres personnes en train de réaliser différentes activités. Donc, on ne va pas approfondir la question, mais pour celles qui ne connaissent pas, vous avez une petite une image. Et aussi, Federica Fratano, maîtresse de conférences en études en danse aussi. Donc, elle a beaucoup travaillé sur les danses indiennes, classiques indiennes, notamment les Bharatanatyam. Elle explique dans sa communication, dans le Bharatanatyam, il y a vraiment une asymétrie très forte et très évidente entre la figure du maître et la figure de l'élève au disciple même, qui est éduqué pour devenir vraiment un être docile, qui accepte et qui généralement ne remet pas en question les codes, y inclut les codes de départ, qui est celui de faire preuve d'un respect inconditionné et d'une fidélité aussi inconditionnée envers les maîtres. Donc la question de la symétrie et l'asymétrie dans la pédagogie de certaines pratiques. Thomas Anna, vers la moitié des années 1970, avait défait et réhabilité la notion de soma, qui avait été proposée par les philosophes Hésiode, qui indique le corps vivant et invite à penser une connaissance qui s'est faite depuis l'intérieur à la première personne. Donc, les savoirs somatiques accordent, me semble-t-il, un statut d'égalité à ce type de savoir, alors que dans l'enseignement de la danse, prévaut généralement la lecture du corps à la troisième personne, par de la danse en Europe, etc. Par rapport au premier exercice proposé par Héloïse à la marche, Héloïsa nous a d'abord demandé de marcher sur la scène. Cela me faisait un drôle d'effet de marcher avec mes camarades de classe, mes professeurs et d'autres personnes que je n'avais jamais vues auparavant à 9h30 le matin. Surtout que certains avaient l'idée bizarre de me fixer droit dans les yeux. Une professeure, dont je ne dirai pas le nom, s'est arrêtée minimum 3 minutes devant moi et elle me regardait fixement. Je regardais ses yeux, je me sentais mal à l'aise. D'habitude, je ne fixe pas les gens. Mais on aurait dit que sur ce plateau ce matin, une étrange liberté s'était levée, comme un petit air frais. Après toutes ces grèves, les blocages des facultés et ces marches pour toutes les nobles causes, nous étions peut-être un peu moins coincés, les yeux avaient commencé à briller et je commençais à y prendre goût. Cela rassemblait à des gens qui se promènent à l'unique place d'un village et se croisent. À force de se croiser, on s'habitue à l'autre. Donc ce sont vraiment des extraits des comptes rendus. Pardon d'aller un peu vite, mais j'essaie de donner le plus d'informations possible. Un autre témoignage de Marie, qui est restée plutôt dans l'observation. À partir du moment où les corps se sont mis en mouvement, j'ai pu ressentir un réel effet des dynamiques. L'espace a pris une nouvelle dimension. La partie des gradins m'a soudainement paru plus petite, alors que le plateau de la scène a semblé s'agrandir. Je dois reconnaître que la mise en mouvement a créé chez moi un certain apaisement. L'effet des corps était hypnotisant, tel des poissons se laissant porter dans un aquarium. L'histoire de l'aquarium revient. Le bruit des pas sur la scène était semblable à un battement de cœur. Après quelques minutes, le rythme commence à se modifier. On observe des mini-pauses, des formations des groupes, des synchronisations des pas, comme s'il avait fallu quelques minutes au corps pour s'accorder. Donc, chaque fois, ça parle du travail qu'on fait sur soi-même, par rapport à l'autre, et c'est qu'on peut l'observer de l'extérieur ou de l'intérieur. Oui, alors. De plus, l'observation me permet de notifier que le toucher fait changer les mouvements. Plusieurs questions se posent alors. Est-ce que dans les déplacements sur les plateaux, j'attends quelque chose de la part de l'autre? Est-ce que j'attends quelque chose d'une relation, une réponse, un accueil, une réciprocité? Cela comprend aussi la possibilité du refus.
Et alors, est-ce que je suis frustrée de ne pas avoir eu de réponse? Est-ce que la clarté de mon intention a permis à l'autre de comprendre mon geste? Pourquoi l'autre a-t-il décidé d'accueillir ou de refuser mon toucher? J'écoute un peu, désolée, vous avez la suite. Et un dernier témoignage de Fabienne. Plusieurs exercices seront proposés. Celui que j'ai retenu est de prendre contact avec le bas de la colonne vertébrale et le haut de la tête de son partenaire, ce qui délimite l'espace de celui qui se déplace. Un confort sécurisant a émergé pour moi de cet exercice. Ces expériences vécues nous donnent des informations sur nous-mêmes. Tous les exercices physiques m'ont redonné de la force et de la confiance en moi. Donc, le travail du matin sur cet atelier qui a duré 3 heures, donc avec quelques retours des étudiants, et puis on est passé à la table ronde, et donc là, je vous prends quelques extraits des présentations qui ont été faites par les enseignantes, qui ont été sollicitées par rapport à ce sujet de la symétrie et l'asymétrie dans leurs travaux respectifs de recherche ou de pédagogie. Et là, vous avez Sarah Andreu, qui est anthropologue de la danse. Donc, toujours, on parle qui de collègues de l'Université de Nice, parce que c'était une journée d'études en interne. Et donc, elle va rappeler qu'au début du XXe siècle, les anthropologues européens qui partaient mener des enquêtes dans les pays colonisés d'Afrique ne mettaient pas au centre de leur démarche l'ensemble des dilemmes méthodologiques et moraux que posait cette relation. Donc là, on avait le système asymétrique, la symétrie du savant et puis la symétrie du blanc. On en a parlé aussi aujourd'hui. Il faut attendre en anthropologie les années 80, à la fois au sein des travaux produits par tout un groupe de chercheurs qu'on appelle Subaltern Studies, et puis l'anthropologie critique postmoderne américaine, pour qu'on remette sur la table ces relations ethnographiques et l'asymétrie qui était au cœur de ces relations ethnographiques. Donc là, une référence à l'anthropologie symétrique. J'avais préparé des slides aussi sur ces auteurs-là, mais ça faisait un peu trop long. Donc je vous mets juste quelques ouvrages à côté des paroles de Sarah Andreu qui renvoient un peu donc, au Subaltern Studies et à l'anthropologie symétrique, mais ce sont juste 2 auteurs. Donc elle propose travailler en compagnonnage plutôt que sur. Ça, c'est aussi des relations. La relation ethnographique et anthropologique se construit sur le temps long. Et donc, il y a des réseaux d'amitié et des réseaux de compagnonnage qui permettent aussi de co-construire des projets, qui permettent de nouer ou d'engager d'autres types de relations. Et donc là, vous avez l'ouvrage de Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak? Et ici, l'ouvrage de Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes, de 1991. Et Sarah Andreu continue en disant, et puis ensuite, évidemment, ne pas idéaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que dans l'ordre du discours. Rétablir de l'asymétrie, étant donné que les conditions sociales, que les inégalités, en fait, traversent les pays et les dynamiques entre le Nord et le Sud. Donc, de toute façon, elles sont là, ces asymétries. Donc voilà, être sans cesse attentif à ce qu'elles peuvent produire. Et elle avait cité dans son discours donc aussi un ouvrage un article d'Albin Vincent, là c'est un ouvrage, de la relation ethnographique à la recherche de la juste distance, où il dit, l'auteur dit, l'anthropologue dit, la sociologie et la psychanalyse s'interrogeront sans doute encore longtemps sur les raisons de cet élan qui, depuis près d'un siècle, pousse une toute petite minorité d'occidentaux à partager, pour mieux les observer, la vie des populations aux mœurs différentes des siennes. Double paradoxe de l'ethnologie, vouloir être l'autre, en espérant par là atteindre l'intelligence de ses comportements, c'est oublier que chacun, quel qu'il soit, est toujours relativement aveugle à ses propres pratiques. Mais vouloir comprendre cet autre au-delà de lui-même, en se posant comme plus lucide que lui, c'est prendre les risques de lui prêter une logique erronée d'action et de pensée. Je souffle un peu. Donc, une autre collègue qui était plutôt en études théâtrales, Brigitte Joanneau, parlait de la pratique du masque neutre. Donc, ça, c'est le titre de son intervention. Il ne s'agissait pas d'un travail de recherche, de recherche intellectuelle, mais c'était de sa pratique, donc un travail sur le masque. Elle parlait de sa formation chez Lecoq et auprès de Mario González, et donc j'ai pris juste quelques petits extraits, sur le masque neutre. Le travail de Mario González se fait dans un cercle. Le cercle est dessiné au sol avec son centre, sa périphérie, 4 diamètres qui partagent le cercle en 8 portions rigoureusement égales,
les dehors, les dedans, les limites, les points par lesquels entrer à l'intérieur du cercle. Tout est objectivable. L'équilibre du plateau est rendu visible par un marquage. Et quand l'acteur décide de se déplacer pour aller à un endroit précis, le marquage va lui permettre, dans un premier temps, de vérifier si ce qu'il fait correspond à ce qu'il souhaitait faire, mais également à ce qu'il croit avoir fait à partir de son ressenti. Dans un deuxième temps, ça va lui permettre de se corriger et de se situer avec plus d'exactitude. La recherche de symétrie est suivie d'un contrôle et d'une correction. Les marques au sol ou autres moyens de mesure servent à faire des constats tangibles et objectifs. Le pédagogue, pendant la réalisation de l'exercice, assure une fonction de maître de jeu. Par rapport à cette question de symétrie, dissymétrie, c'est une fonction que Mario, quand il estime que certains élèves maîtrisent suffisamment les gammes, transmet aussi. Je vais juste passer, parce que en fait, je voulais vous donner aussi les points de vue de Lecoq, mentionné par Brigitte Joanneau, donc, qui n'était pas tout à fait d'accord avec le point de vue de Mario Gonzalez et ses travaux très rigoureux sur l'espace. Et il disait de son côté, ces dispositions ne peuvent être que militaires ou rituelles. Elles ne sont pas jouables dramatiquement. Cette neutralité absolue et universelle n'existe pas, ce n'est qu'une tentation. L'absolu ne peut vivre sans erreur. L'erreur est non seulement acceptée, mais elle est nécessaire pour que la vie continue, sauf si elle est trop importante. Une grosse erreur est une catastrophe. Une petite erreur est essentielle pour permettre de mieux exister. Sans erreur, il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Donc, deux points de vue par rapport au travail sur le masque neutre et cette idée de symétrie. Et encore un point de vue donc, sur cette perception de la symétrie et asymétrie, mais donc plus incorporée dans la pratique du masque. Federica Fratagnoli est maîtresse de conférences en études en danse aussi, donc Federica Fratagnoli est maîtresse de conférences en études en danse aussi, donc elle a beaucoup travaillé sur les danses indiennes, classiques indiennes, notamment les Bharatanatyam, et elle explique dans sa communication, dans le Bharatanatyam, il y a vraiment une asymétrie très forte et très évidente entre la figure du maître et la figure de l'élève ou disciple même, qui est éduqué pour devenir vraiment un être docile, qui accepte et qui généralement ne remet pas en question les codes, y inclut les codes de départ, qui est celui de faire preuve d'un respect inconditionné et d'une fidélité aussi inconditionnée envers les maîtres. Donc la question de la symétrie et l'asymétrie dans la pédagogie de certaines pratiques. Thomas Anna, vers la moitié des années 1970, avait défait et réhabilité la notion de soma, qui avait été proposée par les philosophes Hésiode, qui indique le corps vivant et invite à penser une connaissance qui s'est faite depuis l'intérieur à la première personne. Donc, les savoirs somatiques accordent, me semble-t-il, un statut d'égalité à ce type de savoir, alors que dans l'enseignement de la danse, prévaut généralement la lecture du corps à la troisième personne. On parle de la danse en Europe, observe de l'extérieur et de ceux que je pense qui restent. L'attention portée à l'expérience vécue favorise, d'après moi, une forme de symétrie ou en tout cas d'horizontalité, car tout le monde a accès d'une manière ou d'une autre à l'expérience et donc tout le monde a accès à cette forme de savoir, ce qui remet quelque part en cause la notion d'autorité. Donc là encore, les pratiques pédagogiques dans les pratiques somatiques qui sont beaucoup plus symétriques. Et elle va, par exemple, remarquer quelques éléments qui distinguent les pratiques somatiques, donc la place prépondérante de l'écoute, l'attention accordée à la production, non à la production de quelque chose, mais à l'émergence, les non-jugements vers l'autre et la question de la prise de décision autonome. Encore une collègue, Axel Locatelli, qui est donc spécialiste d'analyse des gestes et de la notation Laban, donc qui va citer Laban qui dit « La symétrie est la forme d'harmonie la plus simple ». Et elle ajoute ce qui fait dire à Laban que la symétrie apporte un équilibre stable et en fait, il associe au repos. Mais pour lui, elle est, et là je le cite, contraignante. Elle est contrainte. Pourquoi? Parce qu'elle est limitante et il lui préfère l'asymétrie qui, pour lui, invite à plus de liberté. Il est dit comme ça, la symétrie est la liberté. Parce que justement, elle offre beaucoup plus de possibilités de mouvement, elle invite à plus de mobilité dans sa façon de penser.
Et puis, elle parle aussi de la symétrie dans le corps, dans le mouvement même. Lorsqu'avec le bras droit, je vais chercher à viser une direction, Hubert Godard dirait « offrir mon bras droit au monde », je ne vais pas amener toute la ceinture scapulaire, la partie gauche de la ceinture scapulaire va participer, mais en offrant un appui et en stabilisant. Et ce que dit Laban, c'est que cette asymétrie-là, elle n'est pas possible que parce qu'avant, j'ai intégré la symétrie. Dans le monde du danseur, il dit « la symétrie naît de la symétrie ». Donc, quelque chose qui est moins sur la pédagogie, mais plus centré sur le mouvement même. Et donc, l'avant-dernière communication était celle de Véronique Mouchanisi, qui parlait donc justement du tai chi, de l'approche des relations de symétrie et asymétrie dans les arts martiaux internes chinoises. Et elle remarquait que le contexte d'apprentissage du tai chi est plutôt asymétrique, une certaine hiérarchie avec le maître, un ou deux disciples qu'on va appeler assistants. Donc, il ne s'agit pas d'improviser les mouvements ou d'être dans une recherche personnelle du mouvement, mais d'être face à un modèle et répéter un geste, un peu comme un artisan du geste. Il y a un travail en lenteur, on parle de méditation en mouvement, donc toute une intériorité à développer pour les apprenants. Et dans ce contexte-là, par la lenteur, on peut laisser aussi le temps aux apprenants d'intégrer la forme dans leurs sensations. C'est pour ça qu'on classe aussi cette pratique dans une dimension somatique. Donc c'est dans cette harmonie qu'on recherche peut-être une symétrie personnelle, une symétrie entre le corps, l'esprit, les émotions. Et il y avait l'élément aussi d'être dans une communauté, en fait, entouré par les autres. On doit être vraiment en simultané avec les autres. On développe une grande écoute au sein du groupe et une symétrie que l'on trouve entre les participants. Donc une harmonie interne, une harmonie avec les autres, une harmonie dans l'espace et les gestes et les micro-espaces entre les personnes, une harmonie kinesthésique, on pourrait dire, mais également avec l'environnement qui nous entoure. Et je termine très brièvement, mais sur l'intervention de Marina Nordella, qui est professeure à l'étude en danse toujours à Nice, et elle parlait justement du point de vue historique de la symétrie dans l'histoire de la danse. Donc, comme cette notion en fait a été inventée en cours de route, elle n'a pas toujours existé. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, on n'a pas arrêté d'inventer et réinventer la symétrie en danse. Comment sont conceptualisées la droite et la gauche? Comment penser la symétrie du corps à partir d'une asymétrie structurelle? Comment se modifie et modifier le paradigme de la vision par cette organisation de la symétrie et de la latéralisation? À la fin du XVIe siècle, on dit qu'il faut commencer la révérence toujours par le pied gauche, pour montrer qu'on salue la personne avec les cœurs, et aussi parce que la fermeté et la stabilité de notre corps est dans le pied droit, qui ne doit jamais bouger le premier. Donc, il y a une asymétrie corporelle qui est instaurée pour des raisons symboliques. Et entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la symétrie devient une règle importante, surtout pour gérer l'équilibre. Donc, par exemple, on présente les pas de la chorégraphie de Feuillet, un par un, à droite, à gauche, à droite, à gauche, dans une symétrie parfaite, pour que les deux soient représentés. On aurait pu dire, voilà, faites la même chose à gauche, faites la même chose à droite, alors que là, on prend le temps pour décrire les pas dans leur exécution symétrique, ce qui permet d'organiser l'espace aussi de manière très symétrique. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute pour les questions. Donc, je vais présenter la deuxième intervention. Teresa Moraes, sociologue et maîtresse de conférence à l'Université du Minho. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on présente, Portugal. Elle est chercheuse au Centre interdisciplinaire de sciences sociales, où elle a réalisé des travaux dans les domaines de la théorie sociale et des études utopiques, les pratiques collaboratives entre art, sciences et philosophie, et l'art participatif. Donc, je vous laisse la parole pour 20 minutes. Merci. Bonjour. C'est avec un énorme plaisir que je partage cette table ronde. J'aimerais avant tout remercier Gilberto pour nous inviter à ce colloque et aussi à Graça dos Santos. Et aussi à Graça dos Santos pour nous accueillir. Merci.
Je vous propose ici une présentation résumée. Vous m'écoutez bien? Il faut Oui, parler. c'est bon. C'est bien. Bon. Je vous propose ici une présentation résumée de la méthodologie qui a été mise en place pour collecter des informations auprès d'un groupe de femmes de plus de 65 ans qui ont participé avec des étudiants en théâtre de l'Université du Minho au projet Fazer Presente. Je crois que la méthodologie, c'est, j'espère, un petit peu asymétrique. De quelque façon, elle veut faire une ouverture. Et comme ça, je crois qu'on peut dire qu'elle est un petit peu asymétrique. Parce que la symétrie, c'est la norme, la symétrie, c'est le détour. Donc, métaphoriquement, je crois qu'on peut dire ça. Celui-ci fut un projet, le projet Fazer Presente, d'art participatif, intergénérationnel, développé à Guimarães, au nord du Portugal, sur 3 ans, et qui s'est terminé fin 2023. Tiago Porteiro évoquera ensuite la création de micro-scénographies à partir des informations collectées et pourra en dire, s'il veut, plus sur le projet Fazer Presente. Pour ma part, j'espère pouvoir contribuer aujourd'hui à la discussion qui nous est proposée. Ma communication couvre 3 alinéas. Premièrement, reprendre la caractérisation des participants qui a été formulée lors du dossier de demande de financement pour le projet Fazer Presente, suivi d'un arrière-plan historique et social qui nous renvoie une fois plus au Portugal de l'État nouveau, du Estado Novo, comme on a vu hier avec Graça dos Santos, qui est là. Deuxièmement, clarifier le titre de la communication et enfin présenter et illustrer la méthodologie suivie à partir de quelques extraits de l'histoire de vie des participantes. Ces 14 femmes âgées entre 65 et 85 ans résident en milieu rural ou bien qu'un milieu rural industrialisé situé aux extrémités opposées dans les périphéries de la municipalité de Guimarães. Elles font partie d'une population plus large et âgée plus de 65 ans, que l'Association du développement des communautés locales, promotrice du projet Fazer Presente, a diagnostiqué comme étant vulnérable, je cite, et exposé à l'exclusion sociale. Je ne vais pas parler de la hypothétique déconstruction de cette classification, mais pour la discussion, si on peut reprendre cette chose-là. C'est ce diagnostic qui a justifié, de quelque façon, pas linéaire, mais de quelque façon, la création d'un partenariat entre l'association et l'Université du Minho par le biais du travail artistique de théâtre participatif. L'analyse des données nous a permis d'emblée d'établir que ces femmes, dès leur âge de 7-8 ans, ou un petit peu plus, ça dépend des cas, ont vécu des situations de pauvreté marquées par une relation de survie économique avec la terre, ainsi que par le travail en usine, retrouvé dans plusieurs cas. Nous parlons, comme Graça dos Santos, d'une génération de femmes nées au sein d'une famille nombreuse, célébrée par l'idéologie de l'État nouveau, qui a grandi sous un régime autoritaire, dans une société à économie fermée et faible,
au secteur agricole étendu, caractérisé par un faible niveau d'éducation, une culture conservatrice soutenue pour la morale catholique et patriarcale. En tant que mère et fille, elles étaient chargées du travail domestique et à l'exception des classes les plus aisées, elles travaillaient dès l'enfance et la jeunesse pour soutenir leur famille, cultivant la terre, gardant le bétail, travaillant à l'usine, au détriment de l'école. Cette contrainte de devoir quitter l'école pour travailler la terre ou avoir plus tard un lopin de terre était subie, mais se constituait aussi comme stratégie de survie. D'ailleurs, ces deux aspects, parmi d'autres aspects de l'économie et de la culture paysanne, ont été mis en lumière par d'importants travaux de recherche sociologique et anthropologique, dont plusieurs contextes ethnographiques, du nord du Portugal. Par exemple, Carlos Silva, avec le titre de son livre de doctorat, Résister et s'adapter dans le nord-ouest du Portugal, où l'anthropologue Pina Cabral, João de Pina Cabral, avec son livre Fils d'Adam, fille d'Ève, sur la vision paysanne de l'Alto Minho. Sans vouloir nier l'importance socio-historique de ces travaux, une autre proposition a néanmoins motivé le travail de recherche scientifique. Il s'agissait de soumettre la pauvreté à travers le dessin, c'est comme ça qu'on fait la prononciation, dessin, oui. À travers le dessin de portraits sociaux. Pourquoi avons-nous alors choisi d'utiliser l'expression dessin de portraits sociaux? Je vais essayer d'expliquer. Je crois qu'il y a une potentialité de performance, même si ce n'est pas le dessin, c'est pas les arts performatifs, mais quand même, je crois, vous pouvez me dire sinon, si oui, c'est comme ça. Cette idée de dessin s'est basée sur celle de Jean-Luc Nancy. Je vous laisse lire, si pour vous c'est bien. Nous avons donc essayé de transposer cette notion de dessin au niveau de la problématique théorique et de la méthode. Le choix d'entretien semi-structuré a permis de définir analytiquement les dimensions à travers lesquelles il semblait possible de soumettre la configuration de la pauvreté, un corps qu'on m'a défini dans ce travail-là, à un essai d'ouverture. Nous voulions explorer la possibilité d'aller au-delà, ou bien de dépasser la notion de lopin de terre posée comme condition vitale de survie économique. C'est-à-dire, et encore une fois, sans vouloir nier la condition première économique qui est associée au travail de la terre, celui-ci ne peut-il pas aussi renvoyer à essayer de trouver une richesse multiple en plusieurs dimensions, subjectives, cognitives, existentielles, techniques, esthétiques et éventuellement éthiques. Une partie de l'entretien a été réalisée lors de walking interviews dans leur terrain où elles marchaient, montraient et discutaient, et avec des enregistrements visuels photographiques. Les portraits sociaux ont été dessinés par 3 traits, chacun avec des marqueurs théoriques centraux. D'abord, le trait sociologique. Par le trait sociologique, nous avons cherché à identifier les origines sociaux des interviewés, ainsi que leur trajectoire de vie. Il y avait 2 objectifs. Le premier objectif était de confirmer la relative pauvreté de la famille d'origine,
en tant que condition de départ et éventuellement des situations de pauvreté vécues à l'âge adulte. Jacinthe, âgée de 77 ans, a pris sa retraite comme ouvrière de l'industrie textile. Elle a commencé à travailler la terre dès son enfance, avec ses parents. Et en quittant l'école pour travailler comme domestique chez un fermier, comme ses parents l'avaient fait auparavant. Je vous laisse lire encore un passage. Il faut dire qu'à ce temps-là, les domestiques étaient recrutés parmi des familles pauvres du lieu où résidaient les propriétaires terriens. Je passe au deuxième objectif. Bon, ce deuxième objectif était de sculpter des situations non linéaires de renversement ou de dépassement de la pauvreté en identifiant des trajectoires de mobilité sociale ascendante et éventuellement descendante. Jacinthe, depuis qu'elle a fui son mari, vit dans une petite maison de plein pied, modeste, ayant un modeste potager peu entretenu. Pourtant, elle se souvient avec enthousiasme que lorsqu'elle était mariée, le couple avait construit une grande maison avec un vaste terrain très productif. Je vous laisse lire. Pour le dessin des portraits sociaux, il était important de croiser la dimension objective de la condition socio-économique avec une approche de la relation avec la terre comme base des identités subjectives et intersubjectives. Nous voulons explorer les ethnométhodes, c'est un conseil d'un sociologue, Harold Garfinkel. Nous voulions explorer les ethnométhodes des artisans, c'est-à-dire savoir-faire, compétences cognitives, connaissances techniques qu'elles utilisent ou ont utilisées pour donner sens et en même temps réaliser leurs actions quotidiennes. Pour cet objectif, le concept de performance sociale s'est également révélé utile car il nous a apporté les dimensions de corporéité, de répétition et de transformation de l'action des pratiques quotidiennes. Lors de l'entretien, Jacinthe s'est révélée être une artisane de la terre, avec des gestes et des rythmes incorporés, détenant des techniques de fabrication et reconnues par les autres pour son savoir-faire. Bien que nous ne l'avons pas vue, parce qu'elle parle d'un temps qui s'est déjà passé, mais elle est très vive en parlant de ça. Alors, la reconnaissance par les autres, dans ce passage-là. Et le trait ontologique, je crois que c'est un petit peu utopique, mais dans un sens précis de l'utopie. Une des définitions possibles, c'est la définition de Raymond Rouillet, âgé de 1950. Ce que veut dire utopie, c'est un exercice d'exploration des possibles latéraux à la réalité.
Alors je crois que c'est ça qu'on peut faire en tant que chercheurs et chercheuses dans notre performance. Avec le troisième et dernier trait, nous avons cherché à découvrir la relation du self avec un micro-monde ontologiquement étendu, au plus qu'humain, c'est-à-dire composé d'autres natures organiques telles que l'eau, la terre, plantes, animaux. Parmi les questions posées se trouvent, entre autres, les suivantes. Dans quelle mesure le soi détient-il une conscience holistique d'un micro-monde dont il fait partie? Je vais répéter. Dans quelle mesure le soi détient-il une conscience holistique d'un micro-monde dont il fait partie? Maintient-il un dialogue cognitif sensible avec d'autres natures? Ce monde est-il compris comme un territoire intime du soi? Nous faisons appel au concept de résonance qui Arpitrosa propose pour saisir un mode de relation spécifique du self avec le monde, qui implique un double mouvement d'affection, ou quelque chose qui nous touche de l'extérieur, et le deuxième mouvement, d'émotion, comme expérience réponsive, ce qui veut dire une relation de réponse plutôt que l'expérience purement instrumentale. Jacinta, bien qu'habitant seule, a un foyer au contour d'une famille multi-espèces, composée d'elle-même, plus 6 chats et 2 chiens, auxquels elle se réfère comme ses petits bouts de chou à 4 pattes. Et bon, avant de terminer, j'aimerais encore effleurer le portrait social de notre interviewée, Isaura, retraitée, âgée de 65 ans, pour vous apporter un peu de son trait ontologique. Déjà enfin, dans son quotidien, après avoir travaillé la terre et s'être occupée des animaux, elle se consacrait à prendre soin de ces petits pots de plantes sur le balcon de la maison des parents. Et plus tard, en tant qu'adulte en France, sur le balcon du 7e étage de l'immeuble où elle a vécu avec sa fille encore enfant. De nos jours, Isaura vend de manière informelle des plantes qu'elle cultive dans des pots, une fois plus, sur les balcons, de cette façon, de sa maison, spacieuse, fonctionnelle et confortable. Je termine en reprenant ces mots, et de cette fois, je vais lire, mais en portugais. Mais vous pouvez lire en français. Digo assim, olha bocadinho, olha bocadinho, olha, vou levá-lo, vou dar-lhe o direito de viver. Se quiser vive, se não quiser não vive. Com esta aqui foi igual, este aqui foi igual. Merci beaucoup. Très bien, parfait. Merci beaucoup. On va enchaîner directement avec Tiago Mora Portero, qui va nous parler donc d'un autre aspect du projet, on a compris. Et donc, le parcours de Tiago croise activités académiques avec pédagogie et création, acteur et metteur en scène. Il a un doctorat qu'il a réalisé en 2006 et un master en 1996 en études théâtrales
de l'université de la Sorbonne Nouvelle. Depuis 2014, il est maître de conférences à l'université du Minot, en théâtre, et il est chercheur au Centre d'études humanistiques de l'université du Minot. Ses domaines de recherche sont la formation d'acteurs-interprètes, l'art participatif, l'analyse des processus créatifs et les croisements artistiques. Voilà. Je suis depuis 2014 à l'université de Minou, mais avant j'étais depuis 1996 à l'université d'Evora. C'est moi qui ai dit ça, ça peut importe. Bonjour, bien sûr, merci à Gilberto, aussi à l'accueil de Grâce. Et pour nous, on est très contents d'être ici avec vous à partager ce projet qu'on mène ensemble. Il y a Manuela qui est là, qui est la directrice artistique du projet. Il y a aussi ce rapport avec Thérèse qui nous a beaucoup enrichi. Donc, il faudra dire d'abord que une partie de ce projet de Faisait Présente que je vais présenter est née à partir du défi de ce réseau. Disons, la partie de ce que je présente aujourd'hui, peut-être n'avait pas eu lieu si le réseau n'avait pas demandé, disons, défier ensemble avec disons, d'appartenir à ce projet d'où on est content d'y faire partie. Donc, le stimulus de cette provocation avec ce terme de pauvreté, j'ai participé à le deuxième projet du réseau, et celui-là, je l'ai reçu comme un peu provoquant, et comme a dit Laurence ce matin, la pauvreté, peut-être qu'on a besoin à revenir en termes de pauvreté, même s'il fait, à notre avis, un peu de refus, et la manière comment on puisse le traiter. Donc on a interviewé ces gens qui participaient au projet Faisait Présente, plutôt un échange de communication, un échange de parcours de vie. Et donc, par le contexte où je travaille, il y a aussi le projet Faisait Présente qui se met en place. On a décidé d'introduire un dialogue intergénérationnel avec des jeunes qui ont, de certaine manière, pris contact avec la réalité de ces gens, très distincts au niveau de l'âge et de la réalité socioculturelle d'eux-mêmes, qui sont à l'université en études théâtrales. Et donc, dans le sens de savoir, dans cette rencontre, par rapport à cette idée de pauvreté qui n'était pas explicite, ni aux personnes âgées, ni aux jeunes étudiants qui ont rentré en contact avec eux. Donc, la question c'était de savoir qu'est-ce que ce rencontre pouvait enrichir les uns et les autres, avec leurs différences, et en même temps, prenant le biais de la question de la pauvreté, et surtout le renversement de la pauvreté par ces gens, en quelle mesure une proposition d'une démarche artistique, de création artistique, pouvait apporter à ces gens impliqués, ces gens âgés et la jeunesse, les juniors. Et donc ça, c'était un peu le défi de notre propos et de notre projet. Donc je vais prendre un petit moment pour encadrer, parce que le projet a différentes branches, différents contextes, et il me semble que pour comprendre un petit peu de ce qu'on a fait, il faudra essayer de clarifier les circonstances. Chaque projet a sa circonstance. Il faut bien les identifier pour pouvoir en discuter. La dernière chose, c'est que ça, c'est un projet en work in progress. Ça veut dire un projet qui on a besoin encore du temps pour le déployer, pour le traiter, pour le comprendre, détailler,
pour le, disons, surtout au niveau de l'analyse, disons, on a collecté pas mal de données qu'on n'a pas encore eu le temps de le traiter. Donc, ce que je vous présente à la suite de Thérèse, et moi, je vais en ce moment plutôt présenter les protocoles, les démarches, le processus de création, disons, de la création de ce qu'on appelle un archive relationnel entre ces deux groupes de personnes. Et ensuite, disons, aussi présenter la création artistique qui a été le résultat, si on peut dire, de cette démarche d'échange de connaissances, de projet de vie, de faire rencontrer ces deux générations. Et donc, à partir de là, ce sont les jeunes qui ont plutôt, dans ce cas-là, créé ce projet à partir de ce matériel. Donc, et à la fin, on peut présenter le moment de présentation de ces objets et de ce qui, comme ça, un ébauche de traitement de ces données, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Donc, je vais vous parler de deux démarches, deux processus artistiques, plutôt, je le dirais, artistico-pédagogiques, dans le sens qu'il a été inséré au sein de la formation de ces étudiants en art, en théâtre, en licence théâtre, et donc projet artistique-pédagogique, qui en même temps a été inséré dans un projet plus large qui croisait justement pendant 3 ans les étudiants et les personnes âgées des alentours de la ville, de plutôt du milieu rural, ça veut dire avec une autre culture, un autre âge, un autre rapport, une autre, disons, formation d'éducation. Et donc, ça veut dire la performance qui a été eu la première au moment où on a le vernissage de l'exposition. Cette exposition qui était partie d'une exposition plus large nous faisait présente, qui était aussi intégrée dans un moment aussi de finalisation de ce projet de 3 ans. Je vais un peu en détailler, si le temps passe rapidement. Bon, je vais passer vite par rapport aux participants. Thérèse a parlé disons, des conditions, de la réalité socioculturelle de ces personnes. Des juniors, on peut dire que ont été tout à fait d'autres réalités. Déjà au niveau de l'âge, déjà au niveau des sexes, c'était plus ou moins surtout des femmes, aussi bien que les personnes âgées que les juniors, mais au niveau de formation académique, bon, les jeunes sont des jeunes de formation supérieure, alors que les personnes âgées sont des personnes avec l'école élémentaire. Aussi réalité socioculturelle différente à cause aussi des temps que ces gens ont vécu. Donc une réalité plutôt, les jeunes viennent du milieu plutôt urbain, avec toute cette autre réalité, notamment technologique, tout un rapport avec le théâtre, disons de professionnalisation, et les gens, personnes âgées, très peu d'expérience par rapport au théâtre, même ceux ici à la fin de 3 ans d'expérience dans le projet Phase Présente, ce qu'ils avaient en commun, c'était le désir de théâtre. Et de cette rencontre, de cette collision, de différence, qu'est-ce que cela pourrait apporter les uns aux autres. Et 3 artistes pédagogues, qui est Manuela, qui faisait la direction artistique du projet Phase Présente, qui est un projet plus large, je vais donner quelques informations pour vous situer. Disons, moi-même, en tant qu'enseignant, en tant qu'artiste aussi, qui a été, disons, dans la direction de la performance, même si ce projet a été participatif et collaboratif. Inès, qui c'est un autre collègue, le professeur de scénographie de la licence,
qui aussi a aidé dans le travail de microscénographie, et Teresa qui nous aide avec son regard et ses autres instruments de la sociologie. Vraiment, disons, l'emplacement de l'origine territoriale de ces gens et les jeunes plutôt des villes du nord du Portugal. Faisait présenter un projet qui est subventionné pour Gulbenkian, celui qui a subventionné cette maison même. Et donc, c'est un projet qui, disons, un programme de subvention de projets participatifs d'inclusion sociale par l'art, très fort au Portugal. La dynamique artistique au Portugal, disons, du théâtre, des arts participatifs est fort. Et c'est là à mon avis, un des lieux, si on peut parler de branches des arts, de filières, de démarches, où l'innovation au niveau artistique, de résultats artistiques, est aujourd'hui riche en possibilités, d'autres manières de faire et d'autres langages poétiques qui ressortent. C'est notre projet qui croisait la dimension création en premier lieu, formation, recherche, et donc à la fin des 3 ans, il y a une diversité de projets de création qui ont été faits, des projets plutôt des programmes de radio, des spectacles plus orthodoxes, ça veut dire dans la boîte noire, des spectacles dans l'espace public, dans l'espace extérieur, des jeux qui ont été créés de cartes à partir des projets, disons des projets développés à l'intérieur du téléphone, donc des moments qui croisaient vraiment les générations à l'intérieur du dialogue par cette rencontre entre jeunes et seniors. Donc, il y a beaucoup de matériel qui ont été fait. À la fin de ces 3 années, disons que c'est le moment final, il y a un spectacle qui a été présenté dans le grande salle de théâtre de la ville de Guimarães, qui a été capitale européenne de la culture en 2012. Et donc l'accès à ces espaces par ces gens qui ne viennent pas du théâtre, disons, qui n'ont pas vraiment la possibilité de participer, c'est quand même un grand événement pour eux, et aussi pour la ville et pour ces espaces culturels qui s'ouvrent d'une manière plus participative, plus démocratique d'accéder aux espaces et à la scène. Cette scène, 900 places, l'autre espace ou un séminaire dans ce moment à la fin des 3 années qui ont clôturé le projet, puis l'exposition a été présentée. Donc, un séminaire, le spectacle et l'exposition. L'exposition a été présentée pas si loin que l'autre édifice, le lieu, que c'est maintenant le théâtre Jourdan, c'était l'ancien ciné-théâtre de la ville, aussi très grand, où les gens avaient beaucoup de mémoire à propos de cet espace. Donc, le côté symbolique de cet espace pour les personnes âgées, notamment, a été très important, qui venait d'être réhabilité. Et donc, maintenant, c'est aujourd'hui l'université d'art, ou le théâtre, les arts plastiques, une académie de musique, et donc la galerie en face, qui c'est la galerie où l'exposition a eu lieu, aussi bien la performance. Donc voilà, ces photos de cette exposition qui présentait quelques éléments, quelques résultats, quelques vidéos sur le travail produit au long des 3 dernières années. Donc, parler de bâtir cette archive,
où la première partie était les interviews qu'on avait fait à ces participants de ce projet. Et donc, on a décidé, moi aussi avec Manuel, qu'on ne pouvait pas donner ces entretiens qui ont été transcrits par écrit, aussi bien les photos et les photos. Disons, on a pensé plutôt à créer un rapport entre ces gens avant qu'ils arrivent à pouvoir créer, disons, le défi de créer ce qu'on appelait microscénographie et aussi la performance. Microscénographie, ça veut dire on a créé des duos entre les jeunes et les seniors, et donc ces duos, d'un côté créer des duos pour avoir un rapport plus étroit, plus intime, plus profond entre eux. On a pensé à une démarche plutôt progressive de rencontrer l'autre et de le rapport à l'autre. Et donc c'était aussi une démarche pour éveiller le désir, éveiller disons, la fiction de l'autre par rapport à un dialogue et un partage à la distance qui a commencé d'abord le premier pas par une question que les personnes âgées ont posée. Donc c'est un va-et-vient de dialogue entre les étudiants et les jeunes et les personnes âgées. Donc ni même au début ils savaient les mots, les noms des uns et des autres, c'était par lettres. Et petit à petit, comment ce rapport et cette découverte de l'autre se fait. Comme si pour les étudiants, était une personne, un personnage, un caractère qu'ils découvraient au fur et à mesure. Et donc ensuite, les étudiants répondaient à la question que les personnes âgées avaient été posées. Ils posaient aussi une question aux jeunes, aux personnes âgées. Les personnes âgées ont répondu par enregistrement, par dialogue qu'ils ont entendu. Disons, ils ont commencé à écouter la voix de leur partenaire. Donc ensuite, les personnes âgées ont partagé des objets qui leur sont chers. Donc ici, un des deux objets qui ont été partagés, disons la montre, comme il dit aussi par rapport ici à la question du temps et la distance du temps des uns et des autres, et aussi, je ne sais pas comment le dire en français, une épée de maïs. Une épée. Voilà, une épée de maïs. Qui était aussi une des photographies qu'on avait fait. Donc, à la suite aussi, on a demandé aux personnes âgées d'identifier une partie de leur corps qu'ils aimaient le plus. Et donc, on l'a photographié et on l'a partagé avec les étudiants. À l'inverse, on a demandé aux étudiants, disons, le corps dans l'espace, qu'ils photographiaient un espace où leur corps aimerait y être. Donc, ça, c'est une des exemples qu'ils renvoyaient à leur partenaire. Donc, tout ça, c'était des échanges entre partenaires, entre duos, même s'ils prenaient contact avec des choses qu'ils autres apportaient. Et enfin, ça arrivait le moment où on a balayé nos entretiens, chacun des entretiens de 2 heures à peu près, de 20 pages de travail de transcription, en même temps que les photos. Et ici, je mets certaines photos pour identifier après le résultat final à partir duquel ils ont travaillé. Donc, enfin, ils savaient déjà le nom. Enfin, ils avaient directement la possibilité de faire un coup de fil entre eux. Donc, pour préparer le moment de cette archive finale, c'était un moment d'un repas. Un repas, chacun, j'amenais tous les instruments, le plat, les assiettes, aussi bien la nourriture, pour mon partenaire, selon l'idée que j'avais de mon partenaire. Et donc, il y avait aussi une idée de mise en scène de la table pour recevoir son partenaire et pour enfin prendre contact direct avec eux. Donc, à la suite de ça, on pourrait parler de la table, du moment de la table. Par exemple, Anna Arendt qui parle du besoin de la distance de l'autre pour approcher l'autre et la table comme intermédiaire, l'alimentation liée à cette question de la terre
qui nous intéressait aussi. Et donc, finalement, pendant cette journée, ils ont finalement rencontré leurs partenaires et on peut, disons, poser des questions, recevoir, partager, se reconnaître. Donc, dans le sens d'avoir les informations pour finalement construire leur objet dans ce plastique et la performance. Donc, ici, on parle de processus de création. Il y avait certaines énoncés que la collègue de scénographie a porté, mais elles ont travaillé avec les photos, les objets, certaines idées, des montages de ces objets, coupures, collages. Et au niveau de la performance, ce sont les étudiants qui ont apporté, sélectionné certaines des données qu'ils ont reçues pour faire partie de la performance. Disons, un moyen de restituer aussi et de rendre public ce qu'ils ont reçu et leur, disons, visualisation poétique de ces gens. Donc l'expo a eu lieu à la fin novembre dernier. Donc, inséré dans l'expo plus grande du projet Faisait Présent, il y a une partie, une des salles, c'est microscénographie. Microscénographie, c'est-à-dire, c'est comme un portrait de chacune des personnes participantes qui était créée. Donc, l'énumération spectative par rapport à eux, finalement se sentir représentés comme un statut à l'intérieur de cet édifice très symbolique au centre de la ville, disons à ce moment de présentation et où ils se sont sentis vraiment valorisés par rapport à ce travail. Ils avaient beaucoup d'expectatives aussi par rapport au rapport très intime qu'ils ont eu avec cet étudiant. Donc, après le repas, ils ont continué à parler entre eux. Donc, ici, c'est une des microscénographies qui a été créée. On peut voir ici, par exemple, ils ont identifié un élément à partir duquel ils ont développé, de certaine manière, caractérisé la personne ou un thème, un sujet, un bout de ficelle qu'ils ont trouvé pour développer son idée. Ici, c'était la question de l'alcool et des bouteilles, mais où on peut voir aussi les pis de maïs qui étaient photographiés. C'était l'objet qu'ils ont échangé entre eux. Et donc, par rapport à tous ces éléments, comment ils ont, dessiné leur monument, portrait de cette personne. Je veux souligner notamment cette idée qu'il y avait comme un accordéon qui faisait partie des énoncés pour chaque microscénographie. Et ici, on ne voit pas très bien, mais la plupart des microscénographies avaient cette idée de rendre en image le parcours de la vie de la personne. Et donc, moi, je pense, et de ce que j'ai entendu aussi, cette dimension de valorisation de soi-même, valorisation du parcours de vie de la personne, disons, de rendre comme un miroir, disons, comment l'autre me regarde, comment l'autre construit une image de moi et comment moi je puisse me construire une image à travers le regard de l'autre. Cette question d'altérité qui est engagée, de valorisation, de restitution aussi de ce matériel. Et par rapport à la pauvreté, je dis en interrogeant aussi les étudiants, ce n'était pas vraiment un aspect traité de façon directe dans les microscénographies, mais la question de parcours de vie et d'identifier les difficultés que ces personnes ont vécues au long de la vie et la manière comment ils ont
on peut dire, résoudre, comme ils ont renversé sa situation de pauvreté, c'est un des aspects qu'ils ont le plus frappé à ces jeunes. Donc, à ces jeunes, c'était aussi un apprentissage par rapport à cette idée d'un parcours de vie beaucoup plus long que eux. Et je peux ajouter aussi que ce projet, pour eux, pour ces étudiants, disons, c'était une manière aussi de rentrer plus en contact avec une réalité socioculturelle qu'ils n'ont pas vécue et qui aussi, de certaine manière, a un héritage d'une réalité socioculturelle qu'ils n'ont pas vécue et qui se transmet par ces Donc ça, c'est une autre microscénographie. On peut voir ici cette idée d'échelle, de moments de vie différents, de parcours. On peut voir ici, c'était un maçon, quelqu'un qui travaillait dans la construction des maisons. La dimension de la terre, qui pour nous aussi est importante, aussi pour repenser aujourd'hui notre moment de vie, comment de faire voir comment ces gens qui continuent à travailler aujourd'hui, la terre comme désir, comme relation affective, comme plaisir de voir les choses naître, comment aujourd'hui aussi, par rapport à ces gens, je pense que c'est un apprentissage d'une autre manière de vie, plus en connexion avec le faire grandir ce que l'on mange et un autre rapport écologique avec la relation avec la nature où on est. Donc c'était un questionnement aussi à ce niveau, comment ils voient, comment ils puissent apprendre aussi ces autres manières d'être liés, des autres manières de vivre dans un contexte plus en dialogue avec les animaux, la terre et l'idée de sustentabilité. Donc, les discours, la conversation à la fin de l'exposition était très riche et ces discussions et ce qui a été ce projet pour vous est enregistré, c'est un matériel qu'on n'a pas encore vraiment traité. Et la performance, au moment de vernissage, a utilisé ce matériel qui a donné parole et écho avant l'ouverture de l'exposition, qui c'est, comment dire, une autre dimension, par un autre langage de ce travail, de ce travail une fois au long de ces 3 années, mais ce travail aussi de cette dernière 2 mois de travail que ces étudiants ont pris contact avec ces gens. Donc, je pense qu'il y a du matériel à clarifier, oui, et je termine clairement. Donc, l'écoute des personnes qui voient comment il se sent valorisé par rapport à ce qu'il entend, l'attention que les autres portent vers eux, aussi bien comme l'université qui s'ouvre et qui a en ouverture de notre questionnement, du rapport de faire du théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre au centre de la ville, avec ces gens, d'autres gens qui n'ont pas de théâtre, pour qui accéder au théâtre, qui ont toute cette communication. Voilà, je termine. Je permets d'entrer dans ce monde, c'est une invitation qu'ils ont faite. Merci. Pardon. Merci pour ces 3 interventions qui se complétaient et qui nous ont fait apercevoir les dimensions de la symétrie et asymétrie sous différents aspects. On va essayer des questions à nouveau de méthodologie, de processus et de protocole de travail. Est-ce que vous avez des questions? Sauf erreur de ma part, je ne sais pas si j'ai perdu quelque chose. Vous n'avez pas expliqué le sens du nom de l'intitulé de votre intervention, fazer presente. À partir de l'italien, ça veut dire notifier? Non, ça veut dire faire du présent. Faire du présent. Oui, faire présent, oui. Ça veut dire, par rapport à ces 2 groupes de personnes qui ont participé dans ce projet de 3 années,
disons, c'est que le questionnement était, bon, parce qu'on dit que connecter les personnes âgées plutôt qui sont nostalgiques par rapport au passé et que les jeunes pensent plutôt vers le futur. Et donc, comment faire ces rencontres, de se réunir dans le présent et d'être présent et avec toutes ces dimensions de croisement entre le passé, le présent, le futur, et aussi une dimension de faire, agir, construire ensemble. Et dans ce cas-là, ils étaient réunis pour construire des projets artistiques. Voilà. Une question aussi pour Thiago, c'était pour savoir si dans ces enquêtes des terrains qui ont mené les étudiants, s'il y a eu des moments où, par exemple, avec des histoires douloureuses, comment les étudiants, s'il y a eu, et s'il y a eu, comment l'équipe a... j'imagine que c'est pas évident parfois de montrer ça, mais parfois les parcours de vie, ça touche à de l'intime parfois, et parfois vient avec des histoires qui sont difficiles. Comment les étudiants ont accueilli... Oui. Juste clarifier, dans cette situation, des questions de logistique et d'efficacité de gestion du temps, a été moi et Thérèse qui ont fait les entretiens à la maison de ces personnes. Donc, ça, c'est à la fin de 2 ans et demi de travail. Donc, j'avais une relation très proche avec ces gens qui nous ont permis qu'eux, ils ouvrent leur maison et qu'ils se ouvrent aussi à partager leur parcours de vie. Oui, pas mal de questions, de difficultés, de douleurs qui est sorti. Et donc, en ce moment, parce que c'était par écrit qu'ils ont reçu, et avec tout d'autres matériels, ces questions n'avaient pas un rapport direct qui a été traité de façon directe. Malgré que, après le moment qu'ils sont commencés à rencontrer en présent, ces questions ils ont échangé ces questions. Mais c'est intéressant votre demande. Je me souviens qu'il y a eu une personne âgée qui, de certaine manière, a tombé amoureuse d'un jeune. Et ça nous a un peu surpris, comment gérer, et donc ce n'était pas facile aussi de comment traiter ces gens. Mais de manière générale, je pense que les limites de ça, à certains moments, que ça a été difficile de gérer ces limites. Et qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas des thérapeutes, on est des artistes qui sont là pour travailler, on avait des buts de créer des projets artistiques. Et donc, quelles sont ces distances? C'est quelque chose à apprendre et quelque chose à lapider, comment dire, à clarifier ces limites des choses et ces extrémités que parfois ça nous débordait un peu. Oui. Et donc, par exemple, je me souviens d'une de ces étudiantes qui vient de perdre sa mère et que par hasard, je pense que ces duos cette fois-ci étaient aléatoires parce que c'était plus de démarches au long de 3 ans. Et donc, la personne avec qui elle a parlé, c'était une personne il avait 8 frères et sœurs, tous ont été morts avec du cancer. Il y avait toute une histoire de cancer et de mort à l'intérieur de la famille. Et donc, cette histoire de la mort est tout de suite venue entre eux comme domaine de rencontre, comme domaine de partage entre eux. Mais c'est vrai qu'il touche à les questions éthiques et qui touche aussi, à mon avis, avec cette idée de l'artistique, le thérapeutique, le social, et comment sont ces frontières qu'il faudra, disons, traiter, à savoir anticiper aussi un peu comment le résoudre, mais résoudre en disant savoir qu'elle puisse apparaître. Oui, en même temps, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler aussi.
ça fait partie des choses qui nous débordent et que ça fait partie de la vie, que ce soit dans un rapport de création artistique ou d'un rapport de vie de personnes. Mais je pense que clarifier le protocole qu'on est là pour échanger, pour créer un objet artistique est important pour clarifier les protocoles et ses limites de rapport. Et de la manière comment on traite ce matériel biographique et comment on le porte à la scène, ou pas, de façon directe ou indirecte. Ma question va à toi, Anna. Vous avez évoqué plusieurs exemples d'asymétrie et symétrie. Et du coup, j'aurais aimé écouter votre pensée là-dessus et comment tu la penses, cette dualité, et tant au niveau concret de la scène et comme de manière plus élargie, comme vous avez évoqué. Oui. Alors c'est et puis j'invite aussi mes collègues à réagir. Alors c'est un projet qui est encore en cours. Pour moi cette question n'est pas facile effectivement parce que voilà on l'a montré, hein, on montre un peu la variété des réactions qu'on a par rapport à ces concepts. Le fait que parfois on dit en anthropologie, qui est plutôt mon point de vue ensemble avec les arts du spectacle, que en fait il n'y a pas de relation, en fait l'impossibilité d'avoir une relation parfaitement symétrique. Voilà, donc le fait qu'il faut assumer cette asymétrie et faire avec ou trouver des solutions autrement. Donc je suis encore dans le questionnement, c'est-à-dire que je n'ai pas de solution, je n'ai pas de point de vue précis, mais c'est pour ça que là je ne vous ai pas montré, j'avais préparé des slides qui allaient de Hartmut Rosa que tu as cité tout à l'heure, ou de l'anthropologie, ou Jenny Barban, en fait des gens qui se sont questionnés au Claire Hagen vraiment sur la symétrie, et parce que moi j'ai essayé de trouver mes réponses à moi en allant chercher un peu partout. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois, il fallait faire une sélection. Et du point de vue corporel de la pratique, moi ça m'a fait beaucoup penser à la pratique du mime corporel que j'ai un peu pratiqué. Donc vraiment, qui revenait souvent dans ce que Axel Locatelli disait par rapport à la notation Laban, le fait de travailler avec cette asymétrie dans le corps, donc le corps participe à cette asymétrie, mais il y a une partie qui propose quelque chose et l'autre partie qui compense, qui stabilise, compense notre mouvement, voilà. Et donc ça m'a fait penser aussi à l'anthropologie théâtrale, à tout ce qui est théorisé par Eugène Barba, notamment avec les contradictions du corps dans les différentes pratiques du spectacle vivant. Voilà, je suis encore un peu dans la réflexion, je pense, mais je ne sais pas si mes collègues ont des idées déjà plus claires par rapport à ça. Plus clair, je ne sais pas. Un état de questionnement aussi. Ben, en fait, on a décidé de travailler sur ça pour aller quelque part dans ce qui était constitutif de la pauvreté en tant qu'un processus relationnel. Donc, c'est quelque chose que ça correspond à une asymétrie de faits et de droits. Parce que on se définit en tant que pauvre par rapport aussi à des riches, disons comme ça, d'une façon très en gros. Et du coup, c'était expérimenter les possibilités des mouvements dans ce rapport symétrie-asymétrie, le côté aussi comme des rapports de pouvoir aussi, de pouvoir de pouvoir avec, de pouvoir sur, de pouvoir sous, donc avec toutes ces variations. Et au niveau théorique, pour moi, une référence dans l'anthropologie, c'est Eduardo Viveiros de Castro, quand il parle de la relation entre l'anthropologue, l'ethnographe et le terrain, comme une relation qui est asymétrique par nature, mais il va vers comment j'expérimente le point de vue de l'autre. Bon, cette recherche d'une anthropologie symétrique, disons, comme ça, bon, juste pour résumer. Où j'en suis. Mais c'est des questionnements plutôt que des réponses. Si je puisse ajouter quelque chose par rapport à ça, et dans la démarche des arts vivants plutôt, et dans ces projets participatifs en particulier. Moi, bon, le concept participatif, l'art à la défense de l'appliquer, si on puisse le dire, il y a pas mal de questions par rapport à
à ses démarches, à ses méthodologies, et comment on le fait. Il y a beaucoup de nuances aussi à l'intérieur de ça. Mais il me semble que on a choisi le mot fazer presente théâtre participatif, c'est pas anodin, dans le sens qu'il y a une direction artistique qui a été nommée, clarifiée comme un artiste qui est là, qui assume la direction artistique. Donc, moi je trouve que la question d'asymétrie et symétrie, qu'il faudra que chacun n'est pas au même niveau, qui n'a pas les mêmes savoirs, mais qui se respectent les uns aux autres. Et c'est ça quelque chose qui est important. Et que ça doit faire partie du contrat. Et que ce contrat doit être clair par rapport au positionnement des uns et des autres par rapport au projet de création. Et donc aussi, je pense qu'au long d'un processus, que ce soit d'un projet concret qui est délimité dans le temps ou dans 3 ans où il y a plusieurs projets, il faut savoir qu'il y a des moments où plutôt on reçoit, on instigue, on provoque, comme on est allé chercher, voler des informations, des histoires de vie de ces personnes, même si la sensation c'est d'être faire partie, où on était, disons, très bien reçu parce qu'on avait déjà une histoire ensemble de travail et que ce respect, de certaine manière, était installé, que c'était reconnu par les personnes, et c'est pour ça qu'ils se sont ouverts. Et donc l'idée aussi de restitution. C'est-à-dire, je pense que dans ces rapports, le contrat doit être clair par rapport à tous qui sont là, ils doivent gagner des choses. L'artiste doit gagner des choses, c'est son travail, son désir de création aussi, mais les participants, qui sont aussi des co-créateurs, ils doivent aussi gagner des choses par rapport à leur vie, par rapport à la manière, à leur apprentissage d'avoir l'expérience artistique dans un moment de sa vie, de la reconnaissance par rapport à quand ils ont l'exposition de leur projet des autres personnes qui viennent. Donc, et de sentir qu'il y a un respect, bien sûr, difficile après, mais que l'idée de restitution, restituer ce qu'on a reçu, et de restituer, ça veut dire qu'on porte un regard autre que surprend la personne qui ont partagé. Et donc, ça, tout le monde se déstabilise d'une certaine manière, il se rencontre d'autres reconnaissance de soi, autre image de soi, autre valorisation de soi autrement. Et donc, je pense qu'il y a symétrie, disons, il y a un moment de dissymétrie, des moments de convergence, et donc il y a aussi ces deux concepts binômes. À l'intérieur d'un processus, il y a un va-et-vient qui n'est pas toujours le même. Il faut mettre un rapport avec le temps aussi dans le processus. Ces exemples que tu as donnés des journées d'études, il y avait 5 exemples qui correspondaient à des pratiques scéniques. Je fais un constat qui est un peu personnel. J'ai vu qu'il y a 3 manifestations de régime européen, donc le mercenaire, la lamentation, la Condé Marine Nordia, faisait beaucoup plus référence à une symétrie ou asymétrie spatiale ou corporelle. Pendant que les autres deux communications, donc celle de Véronique et celle de Federica sur les Marapanaki et les Taïchi, faisaient aussi référence à la symétrie maître-disciple, ce qui implique un processus de transmission. Donc, je voulais savoir si parmi les autres comptes qui ont eu lieu ce jour-là, il y avait aussi des références à cette espèce de positionnement hiérarchique entre celle qui connaît la discipline et qui la transmet au disciple, ou si ce constat est vrai et c'est plutôt une espèce de vision qu'on a des disciplines d'origine asiatique, donc le maître peut apprendre les taïchi, etc. Aussi, on le sait tous, ce type de transmission existe aussi en Occident, ici en Europe, mais ça n'a pas été mentionné dans la communication. Oui, c'est plutôt ça de mémoire, c'est-à-dire que les communications que je vous ai présentées, bon, c'est vraiment des extraits de communications, mais c'est la globalité des communications qui ont été présentées lors de la table ronde. Donc il n'y en a pas d'autres en dehors de ça. Il me semble que ce jour-là, on n'a pas mentionné d'autres exemples de pédagogie asymétrique ou symétrique dans les pratiques dites occidentales.
Donc, les exemples qu'on avait fait, c'était plutôt celui du Tai Chi et celui du Bharatanatyam. Oui. Moi, c'est par rapport à ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, cette question, ce rapport hiérarchique méthodicique, ressort justement, comme tu l'as mis en opposition avec une construction plus corporelle dans les activités, n'est-ce pas, l'activité corporelle traditionnelle, parce qu'on a la même chose sur le corporel. Oui, tout à fait. Après, on peut avoir ces rapports entre le maître du ballet et la ballerine, mais ça n'a pas été évoqué par exemple pour demander. Je me suis dit peut-être que la communication était trop courte, ils n'ont pas eu le temps de parler de ça. Oui, elles ont eu 10 minutes pour les communications, donc c'était très court. Et on n'a pas trop eu le temps d'échanger après, il faut dire ça aussi. Et elle a approché la symétrie, la question de la symétrie dans l'histoire de la danse, parce qu'il est l'historien de la danse. Donc justement, après le moment, on s'est posé la question de la symétrie en danse. Donc effectivement, on les avait laissés tellement libres de choisir leur relation à la symétrie que chacun est parti dans ce qu'il connaissait ou ce qu'il avait envie d'approfondir. Donc je pense que c'est pour ça que ça ne s'est pas fait de manière globale. Ils ont choisi un point de vue. Ça, par rapport à la danse contemporaine, ça bouge. Oui, tout à fait. Là, elle parlait vraiment de... Oui, elle a parlé jusqu'au XVIIe siècle, donc effectivement, elle est spécialiste de cette époque. La danse va aussi avec un peu un régime militaire, ça va il faudrait parler on en parle tellement, de l'inégalité des places. Quand Rancière dit à partir du moment où on a posé une inégalité des places, c'est foutu. Société dépressante. Le XVIIe siècle, c'est la société dépressante. Mais je ne sais pas si ça marche pour les savoir-faire. C'est différent de travailler sur un exemple qui a eu un apprentissage. La danse, c'est pas la France, c'est une valeur politique. On continuera plus tard. Merci beaucoup. Dix minutes pour